On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Mono, de l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi, c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est un docteur. L'hôte du jour, c'est docteur Bernard Marc. Bonjour docteur, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup de m'accueillir ici. Ravi de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis le docteur Bernard Marc, je suis médecin des hôpitaux, médecin légiste surtout, depuis 35 ans dans différents services hospitaliers, à l'assistance publique, et puis un petit peu en dehors, ensuite à l'hôpital de Compiègne, puis au grand hôpital de l'Est francilien. Donc voilà, j'occupe des postes maintenant de chef de service dans 2 unités. D'accord. On va revenir justement sur votre parcours. Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes médecin. Pourquoi vous avez voulu devenir médecin? Alors pourquoi j'ai voulu devenir médecin? Ça m'est arrivé tout petit. Moi, je suis un gamin entre début de Chaumont et personne dans la famille était médecin. Tout le monde était des ouvriers, des travailleurs. Cette passion-là, elle est née, peut-être une envie d'être un peu plus humain ou de donner un peu aux autres. Et ça a toujours été ancré. Et ma vocation hospitalière, elle est née au cours de mes études. Elle est née la première année. La première année, on avait un mémoire à faire et il fallait voir différents médecins, différents exercices. Et j'en ai rencontré un qui était un petit peu une caricature de l'exercice libéral, très intéressé par les revenus plus que les patients, et un autre qui portait beaucoup l'humanité. Je me suis dit, je serai hospitalier, et voilà, je suis très heureux d'avoir eu ce parcours de médecin et de médecin hospitalier et de l'hôpital public. Donc, c'est l'humanité qui vous a guidé à vous dire, moi, je préfère travailler dans les hôpitaux. Ça a été une espèce de vocation, et puis il fallait que je trace mon chemin. Je suis fils d'imprimeur, donc imprimeur et d'une mère qui était secrétaire, donc j'avais pas de relation, donc j'ai fait mon parcours, et j'ai fait mon parcours dans des équipes. Ce qui m'a beaucoup plu à l'hôpital, c'est le travail en équipe, et j'ai rencontré des gens assez formidables, des patrons, et puis des chefs de clinique, des internes, des gens qui ont été des images pour moi, un petit peu des pères au fil de ma carrière, et qui m'ont guidé, qui ont compris la main. Ils n'avaient rien à me devoir, et ils ont simplement été des gens qui m'ont permis de continuer et de redonner aux autres, parce que leur idée, c'était une idée généreuse. Et comment la famille, quand vous leur annoncez que vous voulez être médecin, comment la famille réagit? Elle est fière? Elle se dit, tu n'y arriveras pas? Alors, j'ai toujours une famille qui m'a encouragé à travailler. C'était, il fallait se lancer, mais pas un travail dans le vide. J'ai commencé à 18 ans à être chauffeur-livreur. J'ai payé mes études en étant chauffeur-livreur pour l'imprimerie de mon père. Donc, je connais les rues, les endroits. Là où vous m'accueillez, je disais qu'il y avait un linotypiste, quelqu'un qui fondait le plomb à l'époque pour permettre l'imprimerie, et donc qui travaillait dans une ambiance de plomb surchauffé. J'ai cette odeur et cette ambiance-là, puisque j'allais chercher les compositions qu'il faisait, puisqu'à l'époque, on n'en était pas aux impressions informatiques et numérisées, mais au travail dans le plomb. Donc j'ai connu cette partie-là, une partie enthousiasmante, parce que j'ai rencontré aussi à tous les étages des gens dans le travail hospitalier. J'ai fait tous les métiers à l'hôpital. J'ai commencé, j'étais à la blanchisserie pendant les vacances d'été. À cette période-là, j'aurais été à la blanchisserie de Saint-Louis, et puis aide-soignant, et puis j'ai monté peu à peu les échelons. J'ai fait de longues années où j'étais aide opératoire, parfois dans des cliniques très chics. J'ai même filé aide opératoire à l'hôpital américain, on ne peut mieux, à suivre mes patrons. Donc j'ai fait un petit peu tous les métiers, ça c'est quelque chose de sympa. Écoutez, déjà, c'est félicitations. Et je pense que ça amène de l'humilité, le fait de pouvoir faire tous ces métiers-là avant d'atteindre le stade, entre guillemets, suprême.
Ah ben, je crois que c'est véritablement fondamental parce que j'ai pris le même mode de fonctionnement que dans la marine. Les officiers de marine, ils commencent par être mousse et donc à laver le pont. Et quand on a lavé le pont, ben, quand on dit à un gars de le laver, on sait ce que ça veut dire. Et voilà, j'ai encore des sourires étonnés des gens à qui j'aide à pousser un brancard, qui se demandent pourquoi le chef de service aide à pousser un brancard. Ben, parce qu'il est lourd. Et qu'à deux, ça pousse mieux qu'à un seul. Donc, il n'y a pas d'autre raison. Et puis, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma position de chef de service, je sais bien où je suis. Mais j'en ai gardé voilà, le respect pour les gens avec qui je travaille et l'envie de travailler et de continuer à travailler en équipe. Bah, en tout cas, bravo. Et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées durant vos études pour être médecin? Ah bah, les études médicales, elles sont longues, elles sont pas très commodes, mais j'ai surtout rencontré des gens tout à fait passionnants qui m'ont donné l'envie de continuer. Alors ces études, elles sont très longues, mais quand même, j'ai eu la chance d'être dans une fac où dès la troisième année, on commençait à mettre les pieds à l'hôpital. C'est-à-dire que en troisième année, on commençait déjà à savoir pourquoi on allait faire 10 ans d'études. Et donc, ça devient tout à fait sympa et on a envie de faire la quatrième année parce qu'on sait qu'on va être un peu plus longtemps auprès des malades. Et ces études-là, elles m'ont permis de voir, de rencontrer des gens passionnants, d'avoir des spécialités, de me guider un peu, d'aller un peu vers des domaines de l'urgence, de la chirurgie qui ont été un petit peu mes grands axes. De la réanimation. J'ai travaillé longtemps dans des milieux de réanimation, faire des gardes, etc. Donc, ce parcours-là, il a été ardu, mais très exaltant. Est-ce que vous avez eu des moments de doute? Alors, je suis un grand optimiste. Je pense pas que j'ai eu des grands moments de doute. Ah si, à la fin de ma troisième année, sur l'examen de parasitologie que j'ai dû repasser, c'est le seul que j'ai repassé. Non, c'est pas vrai. J'ai fait la sélection et la sélection à l'époque, le PCEM, la première année, je l'ai fait en 2 fois, ce qui était assez classique. Et on était quand même à se présenter. On devait être à peu près 2000-2500 pour 200 places. Donc la sélection était assez rude. Donc, vous n'avez pas remis en question, en fait, le fait de douter, vous n'êtes pas dit non, c'est parce que je vais faire autre chose ou autre, non. Non, j'ai toujours eu le plaisir, la satisfaction de les faire. J'ai même cru suffisamment pour passer le concours de l'internat. Donc, une fois content d'avoir passé le concours d'entrée en médecine, 2 ans après, hop, je recommençais la préparation pour l'internat, qui n'était pas très commode, qui était même très difficile, et de nouveau une sélection. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et les moments de doute, je les ai eus après. Je les ai eus après pour les carrières, parce que la médecine légale, quand je l'ai commencé, n'existait pas à l'hôpital. Donc il a fallu qu'on crée des postes, qu'on remette la médecine légale à l'hôpital. Et j'ai commencé ma carrière où il n'y avait pas de poste de chef, il n'y avait pas de poste de praticien hospitalier. Ce qui fait que je suis, c'est pas un honneur particulier, le premier praticien hospitalier en médecine légale en France. Tout simplement parce qu'on recréait la spécialité et que il fallait la créer. Alors donc c'est moins commode que d'arriver dans une spécialité où il y a déjà des postes à pourvoir. Donc j'ai toujours été un défricheur. Et puis voilà, je me suis trouvé dans cette position-là, c'est un hasard, hein. J'ai été un défricheur aussi du nouvel internat. J'y suis pour rien, hein, mais ma génération, il y avait le nouvel internat qui est arrivé et auquel il a fallu s'adapter. Voilà, on a tout un tas de choses. On prend ça et on avance. Très, très bien. Mais quand vous avez fini vos études, c'est directement, vous vous êtes dit, je veux être médecin légiste. Alors, médecin légiste, j'y pensais pas au départ, puisque ça n'existait pas réellement. Mais je savais que la médecine légale existait et qu'on la faisait, et notamment dans ma fac. Et dans ma fac, il y avait un diplôme de dommages corporels, de réparation du dommage corporel. Donc, tous les séquelles, l'évaluation, l'expertise en dommages corporels. Donc, j'ai fait ce diplôme-là. Et puis au cours de ce diplôme, les enseignants, qui étaient mes profs de fac, m'ont dit on ouvre l'unité médico-judiciaire à l'Hôtel-Dieu, ça va être un endroit où on accueille les victimes. Est-ce que tu veux être un de nos internes ?
ou un des internes, ou l'interne d'ailleurs, parce que je pense qu'on n'était pas beaucoup. J'ai dit oui, une nouvelle spécialité qui s'ouvrait 25 ans, une nouvelle spécialité, c'est fantastique, une expérience à prendre. Et je me suis retrouvé dans ce bain-là, et depuis, j'y nage, j'espère, convenablement. Mais si vous n'avez pas fait la médecine légale, vous pensez que vous aurez fait quoi? Oh, j'aurais certainement fait une spécialité très hospitalière. Je suis dans une spécialité où il y a une permanence des soins, donc une spécialité à garde. Donc je suis un bestiau à faire des gardes. Donc je me serais retrouvé en réanimation. Mon parcours, il était de faire de la réanimation. J'ai fait beaucoup de réanimation infectieuse à Claude Bernard, et ensuite j'ai fait beaucoup de réanimation toxicologique, ce qui était encore à Fernand Vidal à l'époque. Et donc j'étais un bestiau à faire des unités de soins intensifs ou ce genre de choses. J'étais parti pour. Donc je suis parti vers une spécialité dynamique. Donc, vous arrivez, vous faites de la médecine légale parce que c'était une curiosité pour vous? Alors au départ, c'est une curiosité assez sympa parce que ça tombe bien, c'est quelque chose qui se crée, c'est assez palpitant, il y a une nouveauté. Et puis, c'est le moment où j'ai fini mes études, donc il faut que je les concrétise par une thèse. Exactement. Et je vais faire une thèse sur les effets cardiovasculaires de la cocaïne. Il y a un certain nombre d'années, donc qui était un sujet assez nouveau, et je le fais de façon encore plus nouvelle parce que ce sont des gens qui sont en réanimation toxicologique, donc on fait toutes les études, des choses très très poussées sur eux. Et ce sont des passeurs de cocaïne, les premières, ce qu'on appelle les mules en vilain terme, en tout cas les passeurs intracorporels. Donc ce qui fait que quand on reprend des articles sur les passeurs intracorporels, je suis toujours cité comme le premier article, le premier qui s'en soit occupé. C'est les années 85, donc c'est le début du passage depuis l'Amérique du Sud vers la France. Et je me retrouve avec un sujet extrêmement intéressant, nouveau, novateur, passionnant. Donc je suis lancé. Et c'est le moment aussi de la toxicologie, toxicologie analytique, l'étude des stupéfiants, des drogues, des produits de dopage, etc. fait des bonds extraordinaires. Donc je me retrouve dans ce côté palpitant. Et on va me rajouter encore un truc plus palpitant, c'est que 85-86, c'est les empreintes génétiques, l'arrivée des empreintes génétiques. Et on est lancé avec une période particulière. Il y a le tueur de l'Est parisien à l'époque, il y a Guy Georges, il y a des affaires extrêmement palpitantes. Lancé, go, avec quelque chose de tout à fait palpitant. On va revenir après sur la médecine légale, mais moi, j'ai quelque chose à vous demander, à confirmer. J'ai parlé avec un copain qui est journaliste qui s'appelle Brendan Kemet, que je salue, qui, lorsque je lui ai dit que j'allais vous recevoir, m'a dit en gros, vous avez fait une étude systémique sur les morts au volant dans le 93, il y a 25 ans, et qu'en gros, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient sous opiacés, et en gros, vous avez été le premier peut-être à dépister en fait la drogue au niveau des accidents. Vous êtes très aimable de me rappeler ça. C'était beaucoup préoccupé des morts qui touchaient les jeunes. J'étais à l'époque à l'UMJ du 93, donc qu'on a ouverte. Et dans cette UMJ, on voyait plein de gens qui se tuaient en voiture sans raison particulière. C'était sec, il n'y avait pas de véhicule impliqué, etc. Donc on s'est dit, les gars doivent être sous l'influence de produits. Et on a commencé à travailler fortement là-dessus, à les dépister, à être les premiers, très en avance, à faire ces dépistages. On parlait de la toxicologie, dans un but aussi de prévention, parce qu'il faut informer, et c'était terrible de voir des gens jeunes. Alors à l'époque, ces gens jeunes, quand je les examine et qui sont décédés, ils ont à peu près mon âge, donc il y a une réactivité particulière en disant ça peut être un gars avec qui j'ai peut-être discuté, que j'ai côtoyé, que j'ai vu, qui a peut-être été dans un couloir de fac avec moi. Donc il y avait cette volonté de le lancer et on a développé ça, on s'est battu un petit peu pour faire ces études toxicologiques. Faire en sorte que ce danger-là soit mis en évidence avec l'influence des stupéfiants au volant, qui maintenant deviennent presque aussi, sinon plus importants que l'alcool au volant. Ce qu'il a dit, vous êtes quasiment à l'origine du dépistage des stupéfiants au volant.
Bah, il est très gentil, mais en tout cas, je pense qu'on était très en avance. Très en avance. Ah, ce sont ces termes. Je vois pas d'autres équipes qui étaient aussi impliquées, Ouais. et on a bossé à l'époque avec des gens qui étaient aussi très impliqués. Et sur le côté prévention, il faut les remercier. C'était à l'époque la CRS 7 de Deuil-la-Barre, donc c'était les motards de l'autoroute A1. Qui eux aussi n'avaient pas du tout envie de ramasser des gars morts, et qui n'étaient pas en train de leur reprocher d'avoir consommé des stupéfiants, mais ils étaient beaucoup plus attristés de voir des gens qui se tuaient en voiture, et ils étaient très impliqués là-dessus. Et c'est parti là encore d'une envie de pouvoir aussi travailler dans la santé publique. Hein. Ma formation, elle est double, elle est santé publique et médecine légale. Et ça, c'est un problème de santé publique, donc il faut le prendre à bras le corps. Exactement. Et c'était en quelle année, ça? Alors, on a commencé ça à partir de 94. Ok. Donc voilà, au siècle dernier. Il y a 31 ans. 31 ans, absolument. Ça remonte, mais en tout cas, voilà ce qu'on m'a dit. Mais docteur, qu'est-ce que la médecine légale, s'il vous plaît? Parce que, enfin, lorsqu'on parle de médecins légistes, avec les séries, etc., on réduit ça à autopsie. Et je sais que vous, ça vous tient à cœur vraiment de dire, ouais, mais en fait, 9 fois sur 10, on travaille avec des vivants. Alors c'est très important. On réduit ça à des séries parce qu'on prend l'image du coroner anglo-saxon. Le coroner anglo-saxon, il fait que du mort. Voilà. Complètement. Il y a d'ailleurs dans le monde anglo-saxon, notamment en Angleterre, des médecins légistes qui s'occupent aussi des victimes, hein, qui font véritablement toute cette partie-là, et qui sont les medical examiners, où anciennement, c'est très très vieux en Angleterre, ça a été créé par la reine Victoria, ça s'appelait les police surgeons, les chirurgiens de la police, et qui voient les victimes. Et le rôle de la médecine légale, le rôle d'un médecin légiste, c'est de voir toutes les victimes et toutes les personnes pour lesquelles il y a besoin d'un constat médico-légal. Mhm. Alors, il y a des victimes, mais il y a des auteurs aussi. Il y a des gens en garde à vue, et ces personnes en garde à vue, ils ont parfois besoin de soins pendant la garde à vue. Et c'est pas parce qu'ils sont en garde à vue qu'il faut les priver d'un appui médical. Ils peuvent avoir un problème de santé, ils peuvent avoir un problème d'addiction qu'il faut traiter un peu pendant leur temps de la garde à vue. Ça, c'est une partie importante. Et puis, il y a toutes les victimes de tout type de violence, des violences involontaires, l'accident de la route par exemple, on vient d'en parler de l'accidentologie routière, mais ça va aussi sur des maltraitances, sur des nourrissons, sur des personnes âgées. Il y a aussi toutes les violences de la rue, les violences par arme, les vols avec violence, toutes les agressions sexuelles, et puis l'énorme part qui sont les violences intrafamiliales et les violences dans le couple, qui représentent maintenant 50 à 60% de l'activité. Et ce nombre de victimes il constitue 90% de notre activité, sans compter toutes les victimes de meurtre, parce qu'on va le prendre au sens juridique. Quand vous avez un meurtre ou une tentative, c'est la même chose. Et bien, dans un grand nombre de cas, celui qui reçoit le projectile dans le thorax ou 3 coups de couteau, il est en réanimation. Il n'est pas sur une table d'autopsie, et on va forcément aller vers des personnes qui sont dans ce genre de service. La prochaine comparution devant une cour d'assises très bientôt, tout de suite après les vacances d'été, eh bien, elle est pour quelqu'un que j'ai vu dans un service de réanimation qui avait échappé à la mort, mais ça a été qualifié meurtre et même assassinat puisque c'était prémédité son agression. Donc notre domaine, il est très large. Et c'est ça qui a fait ouvrir des unités médico-judiciaires. Mhm. Et la première, c'était celle de l'Hôtel-Dieu. Et j'ai eu la chance de la rejoindre un mois après sa création. Donc voilà, c'est créé en novembre 85. En janvier 86, je commençais à l'Hôtel-Dieu. Bah, merci pour ces explications. Est-ce que le médecin légiste est la personne qui détermine si la mesure de garde à vue est compatible avec l'état d'une personne, d'un garde à vue? Alors, on a effectivement, pour des personnes qui sont placées en garde à vue, le fait de dire si leur état est compatible ou non avec un maintien en garde à vue dans des locaux de police, parce qu'il y a dans tous les hôpitaux maintenant, ou dans un certain nombre d'hôpitaux, des chambres sécurisées où on peut garder la personne, parce qu'elle peut avoir, par exemple, elle est interpellée et blessée lors de l'interpellation, alors, blessée sévèrement, il y a un échange de coups de feu, par exemple, on peut imaginer ça, eh bien, elle va être en milieu de réanimation ou en milieu hospitalier,
placé en garde à vue, parce qu'on ne va pas le laisser sortir. Le fait d'être blessé ou d'avoir un traitement ne vous disculpe pas de ce qui est fait, mais il faut des soins et les organiser et être présent auprès de la personne. C'est en ça qu'on intervient. Et je vais rebondir sur un documentaire qui a été consacré à votre unité médico-judiciaire, celle de Compiègne, où vous dites, je crois qu'il y a 1500 victimes par an, il me semble. C'est à peu près ça, oui. Et j'ai noté quelque chose, c'est que déjà, vous avez dit, nous sommes des auxiliaires de justice. Ce qui fait que, bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre un médecin dire on est auxiliaire de justice, parce que ce serait plutôt attribué à un avocat ou d'autres professions, et qu'en gros, vous êtes des experts, donc des enquêteurs à part entière. Ce qui me fait rebondir justement sur votre dernier livre qui est ici, donc Dr Bernard Marc, médecin légiste pour les morts et pour les vivants. Parce que dans la 4e de couverture, ce qui est intéressant, c'est que vous dites, donc non, un médecin légiste n'est pas seulement cet homme en blouse blanche plongeant dans les entrailles du corps humain, ce dont on parlait tout à l'heure, le disséquant, le découpant de part et d'autre pour en extirper les derniers secrets. Un légiste est aussi un enquêteur des plus redoutables, capable au premier coup d'œil, dès la scène de crime, de confondre un assassin, de débusquer le meurtre, quand on crie au suicide, de reconstituer le scénario d'une tragédie sanglante, capable encore, sans dégainer son scalpel, de repérer l'enfant ou la femme maltraitée, abusée. On va revenir là-dessus, c'est que cette notion d'enquêteur est très importante. Est-ce qu'on peut y revenir ? Alors, la justice a évolué, heureusement, de l'aveu vers la preuve. Et maintenant, on est véritablement dans une preuve. Que recherchent les techniciens de police technique et scientifique dans une démarche, puisque ce sont des sciences médico-légales, des sciences forensiques médico-légales, donc on travaille dans le même état d'esprit. Et nous aussi, on a ce rôle-là d'être un expert, de pouvoir apporter des éléments précis, de pouvoir apporter des éléments qui vont servir à l'enquête, sans pencher vers une hypothèse ou une autre. On n'est jamais à même de dire qui a tenu l'arme. Mais on est capable de dire si l'arme a été tenue, si c'était celle-là, à quelle distance le tir a été fait, s'il y a eu une lutte, s'il y a eu des éléments de ce type. Que la personne soit vivante ou morte, et ça c'est notre intérêt, et donc d'apporter des éléments de preuve scientifiques dans des jugements qui sont maintenant en matière criminelle, des jugements qui sont susceptibles d'appel. C'est-à-dire que notre questionnement, il ne va pas être une seule fois en disant « je suis l'expert, je sais, je suis merveilleux ». Bien au contraire, on a un auxiliaire de justice, on apporte des éléments à la justice pour qu'elle soit débattue. C'est important qu'elle soit jugée. Nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas partis, mais qui peuvent être doublement questionnés, puisque s'il y a un appel d'assises, on va avoir ces éléments-là. Donc on a ce rôle-là, qui est un rôle effectivement d'apporter des éléments scientifiques, techniques, le plus exigeant, le plus solide possible. Ça va des déterminations d'âge, sur le vivant, à l'heure actuelle, pour des mineurs isolés, où on a maintenant des scanners de la clavicule qui nous permettent de nous approcher, d'être beaucoup plus fiables que les techniques usuelles, comme c'était le cas avec la radio du poignet et de la main gauche, mais aussi d'éléments pratiques sur un délai de survie, sur une quantification d'un volume, d'un saignement intracorporel, sur la pénétration d'une lame à l'intérieur d'un corps. On le voit maintenant avec des images de virtopsie, d'imagerie virtuelle. C'est aussi une des techniques qu'on a mises en place. Et là aussi, j'ai été pionnier un petit peu plus tard, 2005. Décidément. Le médecin légiste, il doit être curieux des nouvelles techniques. Donc, c'est intéressant Vous êtes vraiment un défricheur. D'aller les chercher. Oui, j'aime bien le terme de défricheur. Et le couteau enfoncé va pousser une petite bulle d'air qui va rester sur l'image, une fois la lame retirée, et ça va nous permettre de dire à quelle distance le coup a été porté. Donc si c'était une blessure simple, ou si c'était une volonté de tuer, parce que quand on enfonce une lame de 15 cm, il y a une volonté véritablement de faire un dommage très important. Donc ces éléments-là sont des éléments précis. C'est en ça qu'on est des auxiliaires de justice, et sur un domaine que la justice ne connaît pas, parce que le magistrat, il a une formation de droit, c'est un procédurier, et on remplit peu à peu le rôle qu'ont dans les anglo-saxons, qu'ont le deuxième coroner. Il y a un premier qui va gérer l'enquête sur les actes de procédure, qui est un juriste,
dans le monde anglo-saxon, il y a à côté le coroner qui est véritablement de formation scientifique, médecin en principe, et qui va gérer un petit peu toute cette partie-là. Et on se coordonne avec les laboratoires de police technique et scientifique, les analyses, les éléments. Je guidais hier des collègues dans un service de neurologie qui reçoivent une femme avec possiblement des troubles neurologiques. Et ils vont s'apercevoir que ce n'est pas du tout des troubles neurologiques liés à un accident vasculaire, mais que c'est probablement un empoisonnement. Et on est en train de les guider sur l'empoisonnement qu'elle a pu subir et l'utilisation de substances. Donc, vous voyez, on est le dépistage et les idées du dépistage et de l'influence des produits, on reporte ça à fort longtemps, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, là, hier, eh bien, on a ce cas-là qui arrive dans un service avec quelqu'un qui possiblement et sous l'influence de tranquillisants qui lui sont donnés à son insu et provoquant des troubles. Donc, on est cet auxiliaire et cette aide technique dans tout un tas de situations, en général tordues d'ailleurs. En tout cas, merci pour cette explication, pardon. Mais si on en revient justement à la première partie, ce dont cité par rapport au livre, les histoires d'autopsie, vous en faites aussi? Alors bien sûr, l'autopsie, elle reste un des éléments importants. L'autopsie, elle passe maintenant après la virtopsie, après l'imagerie virtuelle. Pourquoi l'imagerie virtuelle, l'imagerie scanner? C'est que le scanner fait sur un corps va nous permettre d'analyser tout de suite les lésions, de regarder quelle est la nature des traumatismes, de conserver le corps. Virtuellement, d'accord, mais on peut l'avoir, ce qui permet une résolution. Vous savez, les enquêtes judiciaires, elles sont longues. Et s'il y a une bonne question qui est posée au juge d'instruction saisi de l'affaire 1 an et demi après, 2 ans, ce qui n'est pas très long forcément dans un terme d'instruction criminelle, eh bien, il y avait la solution terrible de ressortir un corps qui a été exhumé, un corps qui avait été autopsié et qu'on ressortait de son exhumation, enfin par l'exhumation. Là, on ressort un corps qui est intact, ou en tout cas le plus proche possible du décès, pas touché, pas ouvert. C'est très important, notamment en termes de balistique. Quand vous allez ouvrir un corps pour l'autopsie, vous allez modifier, changer, enlever forcément, si vous voulez regarder s'il y a une lésion du poumon, il faut qu'on enlève le grille thoracique antérieur, qu'on enlève un peu cette espèce de capot osseux qui est devant. Donc on modifie, donc on rajoute des éléments. Et là on est de plus en plus dans l'idée de conserver les traces et indices, d'être le plus respectueux. Et dans bon nombre de cas, on oublie l'intérêt de l'autopsie, on oublie la nécessité de l'autopsie. Pourquoi ? Parce que un enfant, par exemple, écrasé par un véhicule. Le conducteur s'arrête, il y a bien une mort, et classiquement, c'était l'autopsie qui était faite pour déterminer les lésions. Là, en 10 minutes, et puis complétant après avec un examen externe, on va pouvoir répondre à toutes les questions judiciaires. À quelle hauteur exacte, au millimètre près, il a été frappé? Est-ce qu'il a été heurté par le montant du véhicule ou par le pare-choc? Tel endroit l'a frappé. On a tous ces éléments-là. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et ça veut dire aussi pour les familles qui perdent brutalement leur enfant, qu'on va leur rendre vite le corps non lésé, non abîmé de leur enfant. C'est énorme comme progrès. C'est un progrès énorme. Donc, dans bon nombre de cas, l'autopsie n'a plus d'intérêt. Elle a l'intérêt pour compléter, pour avoir des éléments. Elle a l'intérêt aussi, toujours, en matière d'autopsie scientifique, quand on veut savoir la cause naturelle exacte d'une mort naturelle, mais ce ne sont pas des morts médico-légales. Par exemple, est-ce que quelqu'un est décédé parce qu'il y a une nouvelle tumeur qui est apparue ? On sait que c'est une progression tumorale, c'est pas. Mais on a envie de savoir ça. Par contre, en matière médico-légale, notamment d'accidents, on évite beaucoup d'autopsies. On apporte des renseignements totalement fiables dans un terme rapide, donc ça permet une justice rapide. Il y a un auteur, il y a des procédures en comparution immédiate qui sont possibles. Tout ça a été impossible du temps de l'autopsie. Donc on a fait effectivement ce bond et ce progrès. Et Dieu sait que j'ai appris à l'autopsie, et Dieu sait que grâce à l'enseignement que j'ai pu avoir pendant 3 ans avec le professeur Michel Durigon, qui était vraiment le pape, le summum de la qualité en matière d'autopsie. Mais maintenant, cette virtopsie, elle est devant.
elle nous aide, elle est un apport absolument essentiel, et c'est une technique qui, maintenant, on s'est battu un peu pendant une quinzaine d'années en tout cas, avec des gens qui restaient en disant oui, l'autopsie apporte plein d'éléments. Eh bien, je pense que j'ai été novateur et je suis assez content de l'avoir imposé, cette fois-ci en binôme avec Norbert Dédouis qui est à Toulouse. On a commencé ensemble, l'un à Compiègne, l'autre à Toulouse, et cette technique maintenant, elle est parfaitement utilisée et reconnue. Très très bien. Et quand vous dites que vous êtes médecin légiste, quel est le premier mot qui vient à la personne qui entend cette profession-là? Ah ben, on reste toujours avec « Ah, vous faites que les morts ?» Ah, ou « Ah, vous soignez personne ?» Alors, on est obligé de reprendre un peu et d'expliquer que, non, tout ce qu'il voit, malheureusement, la petite fille victime d'agression sexuelle, c'est moi qui la vois. C'est ça. Les violences conjugales, dans leur grande majorité, heureusement, elles ne se terminent pas par des féminicides. Je la vois, mais je la vois aussi, hélas, au stade du féminicide. Surtout que c'est vous qui inscrivez cette histoire d'ITT de plus de 8 jours, etc. Parce que les gens ne le savent pas, en fait. Ils entendent, oui, telle personne, on lui a donné un ITT de un tel, mais c'est le médecin légiste, en fait, qui décrète ça. Oui, ça a été le point de départ d'avoir des incapacités totales de travail au sens pénal qui étaient justes, qui n'étaient pas données par le médecin un peu favorable ou celui qui connaissait pas trop. Et c'était donc l'idée que nos ITT soient les plus justes possibles. Et qu'on apporte d'autres éléments, parce qu'on peut avoir une ITT très faible et décrire une lésion par arme. Vous pouvez donner un coup de couteau, votre vêtement est suffisamment épais, l'ITT va être faible, mais le légiste va décrire une plaie par arme, ce qui fait un motif correctionnel, un motif utile pour la justice et pour la victime et pour le justiciable, donc, qui va pouvoir être entendu. Donc effectivement, ça c'est notre premier rôle, d'essayer d'homogénéiser, d'avoir une norme un petit peu, une justice un petit peu, une justesse dans ces termes. Je confonds justice et justesse, et c'est vrai que on peut faire une sorte de jeu de mots ou de les mixer toutes les deux, et c'est bien que la justice ait le plus de justesse. Docteur, on va revenir sur votre livre, justement, là, qui est là, que je remonte, donc médecin légiste pour les morts et pour les vivants. La violence disséquée. Je trouve que voilà, le mot vivant, il revient quand même beaucoup. Donc, on parlait justement de votre documentaire. Vous insistez beaucoup là-dessus parce qu'effectivement, les gens ont cette image de ils travaillent qu'avec les morts. Dans votre livre, qui était très intéressant, là, vous racontez en fait des choses que vous avez pu voir durant votre carrière. Enfin, je pense que c'est une petite partie, parce que vous avez une longue carrière, vous avez dit 35 ans. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre-là? Alors ce livre-là, il est arrivé un petit peu comme un aboutissement. Il y a des livres qui nécessitent un long temps de mûrissement. J'ai beaucoup écrit. J'ai écrit de nombreux traités de médecine légale, français et en anglais. Je suis assez content. Beaucoup de choses didactiques aussi. À un moment, il y a une dizaine d'années, je pouvais écrire des récits. J'avais écrit Profession médecin légiste, qui était un livre très didactique qui expliquait le métier, mais point par point. Un petit peu pour une connaissance pour des professionnels ou semi-professionnels du métier de ce qu'on faisait. Vous avez même écrit sur l'histoire de la médecine légale aussi. Ah, j'ai une... 3 livres, je crois, il me semble. Oui, j'ai écrit un certain nombre de livres autour de l'histoire de la médecine légale. Puis j'ai un parcours où j'ai été jusqu'au doctorat d'histoire en dehors, parce que j'étais hospitalo-universitaire. Donc voilà, je suis passionné pour le service de santé pendant la Grande Guerre de 14. Donc j'ai fait un très joli parcours en Sorbonne. Mais effectivement, j'ai utilisé ces éléments-là pour parler de l'histoire de la médecine légale, parce que l'histoire... c'est notre lien, ça explique beaucoup de choses et c'est extrêmement intéressant. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir donner des éclairages, et ces éclairages, les donner les plus humains, les plus forts. Et avec l'expérience, avec le temps, on a une possibilité de les écrire, et de les écrire
un petit peu en jaillissement. J'ai écrit ce livre que je portais depuis longtemps, dont j'avais le plan, que j'imaginais bien. Finalement, l'écriture a été relativement rapide parce que c'était une envie de parler, de dire et de toucher l'autre. Et ça, c'est pas forcément dans les premières années. Les premières années, on a l'envie d'expliquer la technique, l'envie de parler de ce genre de choses. Et là, on a envie, comme au départ, de se rapprocher de l'humain. Un petit peu la motivation, on commençait notre entretien sur la motivation dans l'humanité, dans l'humanisme, et puis le retrouver là et de pouvoir apporter des récits parfois difficiles à entendre, mais vrais. Et j'ai essayé d'approcher le plus possible de la vérité dans les récits que j'ai, de leur compréhension. Mm, mm. Parce que dans votre livre, en tout cas, c'est très thématique, parce qu'on retrouve justement ce dont vous parliez tout à l'heure, les violences conjugales, les féminicides, cold case, violences en tout genre, terrorisme aussi, on va y revenir un petit peu. Et le livre commence, le premier chapitre, c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, il était là dans cette affaire-là, parce que c'est une affaire qui s'est passée justement à Compiègne, avec le meurtre, l'assassinat d'une femme d'origine capverdienne qui s'appelait Alice. Et en fait, son mari qui s'est immolé, si je ne me trompe pas, ou en tout cas qui a été noyé, pardon, avait en fait commis un meurtre 15 ans avant de la jeune Angélique. Et pourquoi je vous ai dit que j'avais, quand en fait j'ai lu l'histoire, j'avais compris de quoi il s'agissait, et que j'étais estomaqué, parce qu'en fait, il y a un épisode de Fait entrer l'accusé sur le sujet. Et que j'ai vu, et j'ai fait tout de suite le rapprochement, et je me suis dit, ah bah, le docteur, en fait, était dans cette affaire-là. Et c'est vrai que vous commencez par cette histoire-là, et aussi vous rendez hommage à pas mal de femmes, parce qu'il s'agit de beaucoup de femmes dans votre livre. Alors malheureusement, il y a une surreprésentation des femmes parmi les victimes. Et ce que j'ai voulu donner, c'est des histoires qui remontaient un petit peu à la mémoire. Et finalement, oui, beaucoup. Elles n'ont pas été cherchées très spécifiquement. Elles sont remontées assez naturellement. Cette histoire qui commence pour moi avec Alice, avec cette dame qui arrive et qui est une dame très courageuse, qui travaille pour ses enfants, qui fait des petits boulots, et qui arrive et qui est victime de violences et de violences particulières. Alors, je disais qu'on est un peu enquêteur, mais on a un peu le flair au bout d'un moment. On sent la gravité. Il y a des gens qui peuvent arriver avec des violences, mais qui ne sont pas extrêmement dangereuses. Celle-là l'est. C'est, si on était aujourd'hui, quelqu'un qui mériterait le signalement que permet la loi de juillet 2020, mais on est bien avant juillet 2020. Et j'essaie d'activer le judiciaire en disant c'est sérieux, c'est grave ce qui se passe. J'ai une crainte, je sais pas l'expliquer, mais j'ai une crainte pour cette dame. Je pense que l'auteur va récidiver. Il est suffisamment violent. Je pense pas qu'il va récidiver dans le crime, mais je pense qu'il va récidiver. Il y a une forme de violence dans la nature des coups qu'elle reçoit. Et puis peu de temps après, donc il est convoqué. C'est le moment où les empreintes génétiques ont progressé. Et elles sont faites systématiquement. Il va y avoir à ce moment-là une empreinte génétique qui est faite sur lui, parce qu'il est gardé un petit peu en garde à vue, mais pas très longtemps. Et puis son empreinte génétique suit un chemin habituel. Elle va compléter celle du fichier. Sauf que le temps que l'empreinte génétique fasse son long cheminement, parce qu'il est interpellé pour... sans affaire judiciaire imminente sur lui, on attend le temps judiciaire, donc l'empreinte génétique va arriver tranquillement. Et entre-temps, mais il va sauvagement tuer sa femme, il va sauvagement la tuer à coups de couteau, il va sauvagement la tuer. En plus, il essaie de détruire le corps en la brûlant, il va essayer de s'immoler par le feu, mais il n'y a plus d'essence, donc il a une espèce de parcours de dément, il arrête des automobilistes sur une petite route pour essayer de leur prendre de l'essence, il va finir par se noyer,
une histoire donc de terribles féminicides suivis de suicides de l'auteur, comme on en rencontre et qui défraient les faits divers. Et puis ce fait divers qui est un fait de société, je préfère le terme fait de société à fait divers, c'est pas si divers, ça nous décrit bien notre société. Eh bien au cours du temps, l'empreinte génétique va revenir et bon sang, elle match comme on dit aujourd'hui, elle correspond à l'empreinte génétique du tueur et du violeur d'une jeune fille qui a été le colcaise de la région compiègnoise dans les années 95, donc 10 ans plus tôt, 12 ans plus tôt. On a tout le temps essayé de le résoudre. Il y a eu une action terrible des familles pour que le fichier national des empreintes génétiques soit là, et avec leur avocat, maître Bélier-Kant, qui s'est battu. Le fichier a fini par exister. Et là, on trouve que c'est lui. Et donc, on va avoir la terrible nouvelle à annoncer. Le juge va annoncer à la fois qu'on a l'auteur, qu'on cherche depuis des années, que la famille recherche, et qu'il est mort, donc on ne pourra pas l'interroger, le comprendre. C'est ça. J'ai deux nouvelles. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. Je commence par laquelle? La bonne, on a trouvé l'auteur. La deuxième, la mauvaise, c'est qu'il est décédé. C'est à peu près ça, c'est terrible, avec un investissement, parce que la justice avait maintenu la pression. Il y avait toujours un juge d'instruction, il y a eu des travaux pendant des années avec le procureur qui investissait, qui essayait de retrouver l'auteur sans effet. Et puis le pire du pire, c'est ce qui m'est demandé comme expertise, et que je relate dans le livre, et qui est de déterminer sur l'arme qui a été retrouvée, si c'est la même arme qui a été utilisée pour Angélique, et il va s'avérer que c'est la même arme, et que cet homme a gardé ce fantasme de la mort et de l'assassinat qu'il a commis il y a des années, en gardant cette arme-là, qui est une arme particulière, une sorte de couteau commando avec des irrégularités dans la lame, qui permet au légiste d'apporter ces éléments de véracité, mais qui derrière annonce quelque chose de terrible au point de vue criminologique, c'est-à-dire que non seulement il n'avait pas de remords, mais il avait même une certaine fascination, un plaisir à garder ça. Alors ça nous interroge beaucoup sur l'humain. Je laisse la réflexion des lecteurs se faire en relatant l'histoire. Et vous dites dans votre livre, page 63, médecin de la violence, c'est ainsi que l'on peut qualifier le médecin légiste. Pardon. On nous croit blindés devant toute trace de coups qui déforment un visage, des échymoses étendues, des plaies en attente de sutures, des fractures de la face ou des membres. Comment vous faites justement pour vous préserver? Parce que vous dites dans le documentaire qui vous est consacré qu'en gros, à vos collègues, comment vous faites? Et vous dites, moi, avant de rentrer chez moi, je prends un autre trajet. Oui, c'est important de se préserver, d'avoir des espaces de tranquillité. Moi, j'ai des espaces de tranquillité par la nature, j'en suis pas loin, par un équilibre et une compagne merveilleuse à qui je dois beaucoup, à qui je rapporte pas mes histoires, hein, justement, on les laisse pour pouvoir vivre d'autres choses. Et puis, par la musique ou par l'évasion. Donc, je ne me sature pas, rassurez-vous, je ne reprends pas, je ne revois pas des séries policières une fois rentré à la maison, ce qui donne un petit peu de calme, d'apaisement. Mais ces cas-là, ils sont difficiles, et ils sont difficiles à gérer. Et le fait de travailler en équipe aussi permet aussi, dans des histoires très lourdes, de les débriefer, de les discuter un petit peu en équipe. Et c'est très important de pouvoir un peu baisser un petit peu cette tension-là, avec des histoires qui sont parfois poignantes et difficiles. Et vous dites aussi, vous êtes le médecin de la souffrance, enfin la médecine légale du vivant et aussi une médecine de la souffrance, pas seulement du constat complet qu'autorise le cadavre. Ici, la violence s'exerce sur le vivant, elle peut être criante dans son aspect, elle peut crier dans sa douleur physique et psychique. Est-ce que vous avez constaté l'augmentation des violences conjugales? Alors les violences conjugales, oui, on en constate l'augmentation. Alors, certains disent c'est plus facile d'en parler, on est beaucoup plus sensibilisé, on est beaucoup plus réceptif. Personnellement, j'ai une vision un petit peu pessimiste. Je pense qu'elles augmentent et que c'est un problème d'augmentation. Et quand on regarde aussi les courbes, on voit une violence qui était, il y a 20 ans, 30 ans, essentiellement une violence extérieure et moins de violence intérieure. Et maintenant, on a une répartition 40-60, grosso modo, 40% à l'extérieur, 60% à l'intérieur des domiciles.
Est-ce que c'est par un signalement? D'aucuns le disent. Mais je pense que cette violence-là, elle est une violence qui change de nature, et on la voit changer de nature. Notamment, on voit arriver énormément de violences sexuelles dans les violences dans le couple, et de violences avec beaucoup de perversité, beaucoup de choses où l'abaissement, l'avilissement de la victime, l'emprise permettant d'asservir l'autre, est de plus en plus prégnant et de plus en plus difficile à prouver et à supporter pour la victime. Elles disent souvent, hein, les bleus ça s'efface, les mots ça reste. Les mots et les comportements. Et quand une femme est obligée à des pratiques sexuelles qu'elle ne veut pas, sous l'emprise ou sous la menace ou sous la menace d'une violence par son compagnon, eh bien, on a des choses qui sont tout à fait terribles. Et ça touche tous les milieux. Plus le temps passe, plus cette perversité arrive avec un décalcage de ce qu'on peut avoir. Les scénarios pornographiques, on les voit rejoués à la maison. Alors, ils sont déjà pas drôles à être joués. Les actrices du porno, il y a un certain nombre de procès où elles ont bien indiqué que c'était pas juste des positions théâtrales, mais que éventuellement ça se reprochait beaucoup d'un viol et d'un viol en série. Eh bien, les victimes au domicile, elles ont souvent ces violences-là et qui les marquent terriblement. Et au départ, on pensait qu'il y avait une petite proportion, et là j'ai fait reprendre un petit peu les dossiers de 2024, donc des dossiers tout à fait récents, et on a sur ces femmes victimes de violences dans le couple 20 à 25% qui sont victimes d'abus sexuels, qui sont victimes de viols dans le couple. Aujourd'hui, en 2024, avec le numéro 3919, avec arrêtonslesviolences.gouv, dont on ne dira jamais l'intérêt, hein, jamais assez l'intérêt, c'est le site où on peut avoir des informations, signaler, être aidé dans ce type de situation. Donc on voit que ça évolue, et c'est un vrai problème de société. Parce que le médecin légiste, il est à l'avant du bateau, hein, il est un petit peu comme la vigie, hein, il voit les choses et il est en train de les rapporter en disant « il y a un iceberg est devant nous ». On n'est pas en train d'inventer, l'iceberg il est devant nous, on le voit et on peut le rapporter. Donc c'est parfois difficile à dire, mais nombre des histoires que je rapporte sont sur cette thématique, ou la thématique d'une jalousie terrible. Quand on a l'affaire qu'a donné la nuit du 12, eh bien c'est obligatoirement le geste d'un jaloux furieux qui va décider de tuer, d'immoler par le feu celle qu'il a dû aimer ou dont il pense être aimé, enfin, ou qu'il veut absolument conquérir et qui se refuse à lui. Vous parlez aussi des féminicides. Vous dites qu'en gros, en 2023, les forces de sécurité intérieure en France ont enregistré 93 victimes de féminicide, soit 319 tentatives de féminicide, 773 victimes de suicide ou tentatives suite à un harcèlement de leur partenaire ou ex-partenaire. Là, je sais qu'en 2025, on a 90 féminicides depuis le début de l'année. Vous avez vu aussi cette courbe augmenter ? On voit cette courbe augmenter. Alors maintenant, on la suit, j'allais dire, les gens qui s'impliquent dans ces histoires la voient véritablement augmenter. Là, il va bientôt y avoir des assises du féminicide qui vont avoir lieu au Sénat, avec une association très dynamique qui s'en occupe. On voit cette augmentation-là. On voit cette augmentation aussi dans les chiffres que vous rapportez, des suicides. Et le suicide induit, poussé par un tiers, vient enfin de rentrer dans le code pénal il y a très peu de temps, et on considère ça comme un meurtre. Et on voit des histoires qui ressortent. Lorsque j'ai eu à
a participé au documentaire Netflix en rapportant les constatations de l'affaire Quentin Trintignant. Eh bien, il y avait derrière une deuxième problématique qui avait été le suicide de sa deuxième compagne, un suicide dans un contexte d'emprise et dans un contexte de pression. C'est à la justice maintenant, puisque l'affaire est réouverte, de se prononcer. Mais il y a effectivement des constatations qui sont des constatations que l'on voit, que l'on annonce. On est bien à la pointe du bateau, on est bien à la vigie. Mais ces constatations-là, ce sont des choses qu'on retrouve. Et quand on va reprendre des histoires anciennes, on retrouvera beaucoup, beaucoup d'histoires de ce type. Vous êtes confronté aussi à des cold cases? Ah, bien évidemment. Les cold cases, c'est notre échec, d'une certaine façon. Parce qu'on a apporté tous les éléments, mais on n'a pas la résolution. Et on se dit, aujourd'hui, on devrait arriver à résoudre ça. Mais il s'avère que même les techniques les plus performantes peuvent être discutées. L'ADN qui va donner le nom de l'auteur possible, il est maintenant tellement fin, tellement facile à retrouver que l'ADN de tous les gens qui sont venus dans la pièce va rester, et avec des questions qui vont se poser. Depuis quand a-t-il été déposé ? Donc en clair, est-ce que l'auteur des faits peut dire maintenant, bah oui, je suis venu, mais je suis venu 2 jours avant ? Et qui pourra dire que son ADN n'a pas été déposé 2 jours avant ? Donc tout ça nous pose des questions de plus en plus importantes. Et l'envie, effectivement, de résoudre ces cold cases, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Alors, pour un bon nombre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu forcément un traitement excellent. Je participe avec le procureur général honoraire Jacques Dallest à l'émission Appel à témoins, qu'anime Julien Courbet, et sur laquelle on réfléchit sur des dossiers qui nous sont apportés, qu'on reprend au point de vue médico-légal, au point de vue de la procédure, et on s'aperçoit que dans un bon nombre de cas, eh bien, l'action médico-légale n'a pas été extraordinaire, ce qui nous laisse aussi dire 2 mots sur l'étendue du maillage. Il y a des unités médico-judiciaires. Depuis peu, il y en a à peu près une centaine en France, donc une par département. Pendant des années, en tout cas à partir de 2012 et jusqu'à 2022, il y en avait 40 sur le territoire national, c'est-à-dire une même pas pour 2 départements. Ce qui laissait quand même un certain nombre de trous dans la raquette et de difficultés. Donc beaucoup d'histoires vont aussi être peinées, atteintes par le fait que il n'y a pas eu le très bon correspondant, il n'y a pas eu d'éléments, et tout le monde est en train de réfléchir sur comment faire que ce soit homogène et qu'il n'y ait pas de raison que on ait un moins bon ciblage quand on est dans la Lozère ou quand on est à Saint-Martin plutôt qu'en Guadeloupe pour un ou qu'à Montpellier pour l'autre. Donc féminicide, cold case, vous êtes confronté aussi à des fois des enfants secoués ou qui sont victimes de violences des parents. Comment vous faites pour gérer tout ça ? C'est très important de pouvoir être le plus objectif possible lorsqu'on va être dans des situations qui touchent à l'indicible. Un enfant victime, un enfant abusé, un enfant victime de traumatisme, c'est quelque chose qui est insupportable. Alors notre première réaction, qui est une réaction humaine, c'est de dire je prends fait et cause pour l'enfant et je vais le plaindre et je vais être complètement une présence affectueuse autour de lui, ou en tout cas être de cet ordre. Alors ça, on va le laisser vraiment au pédiatre. Et nous, on va prendre la partie où c'est important de pouvoir porter la voix de l'enfant et de porter devant la justice et avec cette difficulté. Parce que si les faits se produisent quand il a 5 ans et que le procès se produit quand il en a 10, il ne va pas pouvoir parler. C'est le légiste qui va pouvoir apporter des éléments. Et je me dis, et je dis aux gens que je forme à chaque fois, qu'en étant très objectif, en apportant le plus possible d'éléments non discutables par l'auteur, on va apporter toutes les possibilités pour cet enfant. Déjà, la réparation, lui disant que
c'est pas lui qui a tort, c'est celui qui a été le violent envers lui qui a tort, et en apportant tous les éléments utiles. Et ça aide à passer des caps difficiles. Vous parlez d'enfants secoués, j'ai souvenir d'un enfant, le plus gros taux d'invalidité que j'ai décerné, d'invalidité permanente, c'est sur cet enfant avec 95% d'incapacité. Un enfant qui vivait uniquement sans vision, puisqu'il était aveugle, sans parole, uniquement quelques grognements, incapable de se tenir debout à 10 ans, vivant dans une coque rigide, une espèce de martyr au quotidien. Et là, je me dis qu'il faut aller dans la prévention, qu'il faut être très dynamique. Ma collègue et consoeur Caroline Rambaud, qui est totalement investie sur ses enfants secoués, se bat depuis des années, et c'est vraiment très important. Parce que ces situations-là, c'est nous les professionnels, en sensibilisant, en apportant des éléments, en permettant à la justice de prendre des décisions fortes qui allons un peu aider les enfants. Et l'aide qu'on leur apporte, elle a l'air d'être technique, elle a l'air d'être détachée, mais elle est très forte. Et humainement, c'est le mieux qu'on peut leur donner. C'est là où je suis le plus utile pour eux. Et quand je me positionne, est-ce que je vais être très utile en étant très doux lors de mon examen, ou est-ce que je vais être très utile en étant très objectif, en apportant le plus possible? Je sais évidemment la douceur dans l'examen, mais je pense que le poids qu'on peut donner, il est important pour lui. Il ne va pas pouvoir le corriger par sa parole, il ne va pas pouvoir le corriger par ses dires. Et ben c'est quelque chose de très important qu'on peut leur donner. Là, justement, j'aimerais revenir sur un de vos derniers chapitres qui concerne le terrorisme. Vous dites dans votre livre que vous avez accompagné Jean-Marc Rouillant, un des membres fondateurs d'Action Directe, lors d'un de ses procès, il me semble, parce qu'il faisait une grève de la faim. Et ça, c'était, je pense, dans les années 80, si je ne me trompe pas, fin des années 80. Absolument, oui, c'est au milieu des années 80, ouais, c'est le moment des grands procès d'Action Directe. Et dans votre livre, à un moment donné, vous dites, je crois que c'est la phrase, c'est que c'est pas tous les légistes qui sont confrontés au terrorisme, et qu'en gros, vous y avez été confronté justement. La phrase exacte, c'est on peut faire toute une carrière de médecin légiste sans être confronté au terrorisme. Mais les circonstances nous conduisent parfois à rencontrer ces victimes ou ces auteurs. Et en ce qui vous concerne, vous avez rencontré 2 fois le terrorisme. Est-ce qu'on peut y revenir sur ces 2 fois, s'il vous plaît? Oui, j'ai rencontré d'ailleurs d'autres fois, puisque j'étais le premier médecin à intervenir sur l'attentat de la rue de Rennes. D'accord, en 86. En 86, où tout simplement j'étais dans la rue de Rennes, juste à côté de la rue de Rennes quand ça s'est passé. Donc véritablement, je suis arrivé le premier. C'est la première fois où j'ai fait vraiment de la chirurgie d'urgence en remettant par exemple tout l'appareil intestinal de la victime à main nue dans l'abdomen, ce qui était les gestes de la plus extrême des urgences. Rien, hein, mes mains en train de gérer ça. Et je suis resté évidemment à aider les secours qui sont arrivés. Donc j'étais à l'Hôtel-Dieu dans les années 85-86, les années des attentats. J'étais à l'Hôtel-Dieu au moment de l'attentat Saint-Michel, où à proximité, nos UMJ étaient juste à côté. Excusez-moi, vous avez dit attentat Saint-Michel. Ceux de 95 ou ceux de 4, parce qu'en 86 aussi, il y a Gilbert, les attentats Gilbert Jeune, si je me trompe pas. Oui, absolument. Les attentats de Gilbert Jeune, puisque nos UMJ qui viennent de s'ouvrir sont juste à côté. On est véritablement complètement dedans. En 95, j'aurais quitté, j'étais en Seine-Saint-Denis. Donc c'est un parcours, et un parcours où moi j'ai le fait d'avoir aussi vu et entendu et passé des journées avec des auteurs, puisque j'accompagnais Jean-Marc Rouillant pour ses procès. Jean-Marc Rouillant qui faisait une grève de la faim. Et j'avais en face de moi quelqu'un qui était dans une démarche qui me semblait totalement pas absurde, mais totalement cloisonnée, et qui n'avait pas de mode de raisonnement, et par son explication qui justifiait
tous les actes, sans parler, sans comprendre l'humain. Et ces conversations me disent beaucoup de choses. Et puis, ce terrorisme qui était peut-être quelque chose qu'on pensait anecdotique, en tout cas qu'on ne voulait pas revoir, on l'a revu à plusieurs périodes. Et si je l'ai revu au moment de l'affaire Charlie Hebdo, et au moment où les frères Kouachi ont été en conflit et abattus par la gendarmerie nationale quand ils sortaient justement les armes à la main, c'était sur mon secteur d'intervention. Donc c'est pour ça que je suis présent à ce moment-là. Je vais faire les levées de corps en situation sur la zone de tir, donc véritablement au cœur. Et puis on a eu après des situations très fortes, notamment la mobilisation qu'on a pu avoir après le Bataclan, parce qu'on se demande si les attentats ne vont pas péricliter, ne vont pas être encore commis, avec toute une série de travaux et de choses qui nous ont beaucoup perturbés dans le monde de la médecine légale et d'organisations qu'il a fallu faire. Et la dernière fois où je le côtoie, c'est puisqu'on avait mis en place un protocole qui s'appelle Paris Même, un protocole pour la reconsolidation de la mémoire traumatique. On était un des centres en disant on est confronté aux violences, donc nos victimes ont besoin de ce centre. Et le dernier centre qui s'est rajouté, c'était Nice, parce que les attentats de Nice s'étaient passés. Donc c'est quelque chose qu'on a maintenant en considération, avec la grande crainte des morts en grande quantité, et des victimes et des afflux de victimes. Et tout ça justifie des plans d'intervention, notamment des plans qui ont été préparés pour tous les événements. L'an dernier, j'étais mobilisé pour les Jeux Olympiques et on a gardé... médecine légale était sur le pied de guerre. Tant mieux. Nous n'avons servi à rien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais vous étiez quand même sur le qui-vive. Alors, on était totalement sur le qui-vive, avec derrière des installations qui étaient des installations importantes, prévues, puisque les situations, les scénarios les plus noirs avaient été mis en avant et qu'on avait la possibilité, s'il y avait eu des attentats, de pouvoir gérer un petit peu ça. Heureusement, ils ont été déjoués. Heureusement, les Jeux Olympiques ont été une fête, et la fête sportive qu'elle devait être. Ah. Pour en revenir justement à votre livre, donc comme on dit, les thématiques, on a traversé, donc vous avez fait l'inceste, féminicide, violence conjugale, viol, terrorisme, actes de torture et barbarie, effectivement, par descendants ou ascendants. Vous avez... En tout cas, on traverse énormément de choses. Comment vous arrivez à vous remettre de tout ça? Parce que tout à l'heure, vous parliez justement de l'attentat de Rennes, vous avez remis l'appareil digestif d'une personne à main nue. Comment on se remet de tout ça, en fait? Je crois qu'il y a besoin d'une grande stabilité dans notre métier. Et puis, on se remet en disant qu'on a une position très professionnelle. C'est très, très, très important quand on vit des situations difficiles de se mettre véritablement dans la peau d'un professionnel, parce que ça explique les choses que l'on peut voir, que l'on peut vivre. Si on est simple témoin à regarder des choses qui sont terribles, c'est vraiment très difficile. Si on est à faire un acte, on va pouvoir se dire mentalement c'est justifié, c'est compréhensible. Le soldat qui intervient, il a un rôle, et ce qu'il voit, il va pouvoir se retrancher un peu, en partie, derrière ça. Et puis, je dis toujours que si j'atteins le débordement un jour et que psychiquement, c'est pas possible, j'arrêterai, parce que je ne serai plus en mesure d'être utile aux victimes que je vois, et je serai débordé. Donc c'est véritablement très très important, et l'équilibre personnel est quelque chose de très fort. Mais ce métier est difficile. Bien sûr. Ce métier est difficile, et j'ai des exemples de gens qui en sont partis
parce qu'ils ont vécu ou vu des situations difficiles ou des situations où ils étaient mis en danger. On reçoit aussi des auteurs dans le cadre des personnes en garde à vue, qui ne sont pas forcément toujours très sympathiques. Donc ce métier peut nous exposer à tout un tas de choses, et la pratique longue de ce métier aussi peut nous exposer à cela. Donc c'est un métier où j'ai vu, par exemple, presque mourir à la tâche un de mes meilleurs collègues et amis. Donc j'en connais les risques. Et effectivement, il faut éviter ce débordement. Tant qu'on peut être positif, c'est une bonne chose. Tant qu'on peut être équilibré, c'est une bonne chose. Quand ça déborde, c'est très difficile. Et si j'écris, vous me dites, vous avez beaucoup écrit, j'ai largement écrit en termes théoriques, j'ai largement écrit dans des articles. Tout ça permet un petit peu d'évacuer et de dire, j'ai vu tout un tas de choses, mais elles sont pour ceux que je forme professionnellement, elles sont pour les cours que je fais, elles sont pour les formations que je réalise. Et puis, elles sont pour aussi être intervenant ou parler de mon expérience. Et ces éléments-là sont thérapeutiques. Et le fait que vous me receviez est aussi une part de la thérapie. On raconte les choses, on indique, et on s'aperçoit que ce qui est vécu, il est pour l'intérêt, la compréhension, la sensibilisation d'un public, parfois très professionnel, et on va aborder des choses très précises, parfois plus larges parce qu'on va le sensibiliser sur les faits de société. Et ça aussi, ça sert de l'évasion. C'est un petit peu la soupape qui permet de se rééquilibrer en disant « j'ai vécu et j'ai vu des choses, je vais en témoigner, je vais les dire, et c'est utile ». Mais j'ai eu des difficultés. J'ai fait un atlas de diagnostic en victimologie qui arrive très sérieux, très documenté, en reproduisant tous les types de lésions pour les médecins légistes, les urgentistes, les professionnels susceptibles d'avoir ça. Quand j'ai remis le nez dans ma photothèque, une photothèque de plus de 100 000 clichés, eh bien, c'était difficile. Parce que c'était non seulement des clichés forts, que je ressortais, mais c'était des histoires que je ressortais. Et là, j'ai fait le bilan en disant, j'ai vu toutes ces histoires-là, et c'est un peu compliqué. Et l'illustration de ce livre n'a pas été simple, par exemple. Là, c'est le recul qui parle, parce qu'effectivement, déjà, juste quand on voit votre livre, enfin, quand on lit, pardon, on voit que, effectivement, vous avez vu énormément de choses. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de bébés secoués ou autres. Est-ce que vous faites des transferts des fois? Est-ce que vous voyez peut-être vos enfants Alors, les transferts, c'est tout à fait possible. Alors, le collègue dont je parlais à l'époque, qui était un solide formation de chirurgien d'urgence et de médecin légiste, eh bien, il avait des jeunes enfants et c'était impossible pour lui de les voir. Et donc, je voyais, on avait réparti ça pour lui éviter ce choc psychologique, c'est très important. Et effectivement, les enfants, puis les petits-enfants, ils vous rappellent plein de choses et ils vous remettent à cette vision. Je dis aussi que ces images-là et ces transferts, on peut les avoir aussi avec des personnes âgées pour des décès naturels, parce que la personne âgée qui est morte, ça fait plusieurs jours, on a une ouverture de porte, comme on dit dans les termes techniques, on va découvrir le corps, et bien celui qui peut faire l'examen, peut-être franchement ressembler à son grand-père ou à sa grand-mère. Donc ce choc-là, il est difficile. Et il n'est supportable que si on est dans un acte professionnel où on se reconditionne en disant « il ressemble à », mais là, je suis devant la situation de monsieur X ou de madame X, je viens pour faire mon constat et se resserrant un petit peu sur ces éléments-là. Il faut éviter effectivement ce débordement, mais le transfert humain, il est là, et la vision de notre société, la vision de la société qu'on peut avoir en tant qu'être humain, une fois posé la blouse, une fois quitté le domaine, elle peut être impactée. L'important, c'est qu'elle apporte une réflexion et non pas qu'elle déborde. Si c'est un débordement, je dis vraiment, là, je m'arrêterai. Et il y a eu une mise en place de suivi psychologique pour tout ce qui est magistrature, parce qu'il y a eu énormément de magistrats qui... il y a eu des burn-out, il y a eu des suicides, etc. Est-ce que,
par rapport à ce que vous faites, il y a des suivis psychologiques? Alors, non, j'en connais pas, mais on débriefe. Alors, heureusement, dans nos unités médico-judiciaires, il y a des psychologues. Et donc, quand on a des histoires importantes, on va en parler avec eux et on va discuter. Et eux-mêmes ont peut-être entendu, vu, compris. Et on va s'associer. Donc, il y a déjà une démarche de désamorçage, le diffusing au sens psychologique, hein, c'est-à-dire le fait d'en parler entre professionnels et le maître, et parfois des cellules qui ont été installées ponctuellement sur des grands événements lorsqu'il y avait des morts multiples ou des situations très, très compliquées où il y a eu un débriefing réellement réalisé ponctuellement, mais qui a été utile. Dans mon équipe, à deux moments, Grand Hôpital de l'Est francilien, on a eu besoin de désamorçage qui a été réalisé par l'équipe de psychotrauma et les psychiatres pour désamorcer des situations qui avaient été très difficiles, très délicates. Et c'est important et il ne faut absolument pas ignorer. On n'est pas des surhommes et on n'est pas en dehors et on est loin de l'image du légiste détaché, rigolard, fumant sur le cadavre. Ça a un petit côté complètement désuet, mais qui a peut-être existé. Avec des personnages qui pouvaient être truculents ou particuliers. J'ai souvenir du premier agent d'amphithéâtre, puisqu'il s'appelait comme ça à l'époque, qui était un petit peu particulier, un peu grognon, un peu bossu, et capable de vous aider à ouvrir un corps en moins de 30 minutes, qui était un personnage particulier. Ils ont beaucoup changé, maintenant ce sont des soignants qui prennent ce rôle, et la façon aussi de s'occuper du vivant et du mort a beaucoup changé, et c'est tant mieux. L'éthique et la psychologie envahissent heureusement nos métiers et donnent une autre approche. Parce que c'est vrai qu'effectivement, là, vous parlez des TIC, donc techniciens d'identification criminelle et de la police scientifique. Mais en fait, on se rend compte que vous êtes tous complémentaires quelque part. Vous avez tous besoin chacun de l'autre finalement. Parce que, voilà, là, tout à l'heure, vous parliez des magistrats, il y a les enquêteurs, il y a vraiment tout en fait. Absolument, c'est un travail en équipe. Les trois sur une scène de crime qu'on voit déguisés en blanc, eh bien, il y a l'enquêteur qui est en train de suivre ça, il y a le technicien de police technique et scientifique ou le technicien d'identification criminelle si c'est un gendarme qui est en train de faire ses prélèvements, ensuite le médecin légiste qui va intervenir sur la scène. Donc on est complémentaires les uns les autres, on est dans une démarche scientifique exactement comme le médecin à l'hôpital a besoin de radiologie, d'examens radiologiques, d'examens biologiques. Eh bien là, quand on fait des prélèvements, c'est de la biologie. Quand on fait des analyses balistiques ou chimiques, c'est de l'analyse de laboratoire. Et donc, on est tout à fait complémentaires et dans une démarche scientifique. C'est heureux et c'est pour ça qu'on s'inclut de plus en plus et de mieux en mieux dans le système judiciaire, parce qu'on est passé de l'aveu à la preuve. Et là, la démarche scientifique est parfaitement intégrée. C'est dans nos neurones, dans notre façon de comprendre les choses. Et on est très, très complémentaires et on a une facilité de dialogue, de discussion avec tout le monde de la police technique et scientifique, certains étant d'ailleurs recrutés sur des filières purement scientifiques et d'autres en filière gendarmerie et ensuite se formant à de la science. Il y a eu une remarquable manifestation qu'organise l'ancien directeur de l'identité judiciaire au 36 quai, Richard Marley, une remarquable manifestation sur 2-3 jours qui s'appelle Crime et Science, qui va se reproduire à Plumeur-Baudou en pleine Côte d'Armor, et qui a amené tous les laboratoires, les techniciens, des géologues capables de vous dire que le sable retrouvé dans la chaussure de la personne venait de tel ou tel endroit, des techniciens aussi sur les traces numériques. Avec les équipes de recherche de France Télécom. Donc tout le monde se retrouve autour d'un domaine scientifique qui est absolument palpitant et absolument formidable. Et j'espère que j'aurai encore une nouvelle technique scientifique juste avant de terminer ma carrière, que je finirai en disant « Ah, j'en ai trouvé une autre que je peux utiliser pour mon domaine ». Il vous reste combien de temps, justement ? Il nous reste encore, alors selon mon ministre, une dizaine d'années.
car on a prolongé le temps pour les médecins, mais c'est le temps effectivement de retravailler, de reprendre et de continuer et d'animer des équipes. Chaque temps est utile, c'est maintenant le temps où je vais pouvoir, j'espère, continuer à animer les équipes, les former, participer énormément à des masters. Je suis par exemple un des enseignants pour les internes de médecine légale, donc dans leur deuxième phase, dans leur phase de spécialisation, deuxième partie de leur formation, ou un intervenant pour un master de droit pénal sur la faculté de droit à Assas, qui véritablement permet de passer ces enseignements. Donc c'est le moment de redonner un petit peu ces connaissances pour ceux qui rentrent ou qui sont en pleine activité pour les années à venir, pour qu'il y ait la justice de qualité. Vous êtes dans la transmission, c'est très bien. Parce que j'y allais l'aborder, effectivement, vous donner des cours, des formations, c'est très très bien. Et est-ce que dans votre livre, vous avez abordé le pire cas auquel vous avez été confronté ou vous ne l'avez pas évoqué? Je pense que les histoires les plus sordides, je les ai évitées parce qu'il faut aussi donner lecture. J'ai donné des histoires très fortes, des histoires très violentes. Certaines dans l'ouvrage sont particulières quand même. Lorsqu'il y a la violence complexe, terrible de Kevin Clabot qui va massacrer toute sa famille, c'est pas rien. C'est pas rien comme histoire. Les histoires les plus sordides, on les a peut-être un petit peu évitées. L'humanité peut être sombre, parfois très sombre et très désespérante. Alors j'ai essayé de montrer ces aspects, de rien cacher. Peut-être les choses les plus abominables n'ont pas grand intérêt. Ce serait un petit peu l'inverse de l'esprit du livre. Le livre, il essaie d'expliquer, de toucher, de faire comprendre. Et pas de montrer le salace, l'abominable et des histoires de corps parfaitement dégradés par une monstruosité de verre en train de les détruire. Certains donnent dans ce genre de récit, pas moi. Et est-ce que le fait d'avoir eu cette carrière-là, ça a remis en question votre foi en l'humanité quand vous voyez tout ce genre de choses-là? Alors, ça m'interroge beaucoup sur l'humanité. Je dis souvent que le médecin légiste, il va pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Il va répondre à qui est le corps, parfois sur des fragments, d'anthropologie, ou sur un os. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est un homme, une femme? Où est-il mort? Et est-ce qu'il y a eu des mouvements? Est-ce que le corps a été déplacé, bougé? Quand est-il mort? La fameuse datation de la mort sur laquelle on interroge le légiste. Comment est-il mort? Alors là, on nous attend là-dessus, la cause de la mort, la cause réelle, est-ce qu'il y a des causes annexes? Et puis il nous reste quelque chose, qui est une question très intéressante, la dernière des questions, c'est pourquoi? Pourquoi y a-t-il eu ces gestes-là? Et là, eh bien, c'est l'humain qui y répond, c'est pas le médecin légiste, c'est pas son travail, mais c'est absolument passionnant. Et c'est quelque chose qu'on entend parfois dans les assises, qui fait que lorsque je dépose, et je dépose très très souvent dans les assises, je dépose plus d'une vingtaine de fois devant les cours d'assises pendant l'année, au moins, oui. Eh bien, je reste souvent, quand j'ai un peu de temps, pour écouter ce que va dire l'auteur qui a été confronté à mes constats, ce que il va dire sous les questions de l'avocat général ou sollicité par son avocat de la défense. Et le pourquoi, c'est clair à ces moments-là. J'invite tout le monde à assister un jour, puisque les procès d'assises sont publics, à assister un jour à cette vraie comédie humaine très particulière qui est un procès d'assises, parce que ça nous dit beaucoup, beaucoup sur la vérité humaine, et c'est absolument passionnant. Donc le pourquoi, eh bien c'est une question très vibrante. Je pense que dans un temps, lorsque j'aurai reposé la blouse blanche, je m'intéresserai beaucoup à ce pourquoi. Il y aura peut-être d'autres écrits sur le fond de l'histoire, qui pour l'instant ne sont pas encore sortis. Vous voyez qu'il y a encore des idées. Ça marche, en tout cas, c'est noté. Et qu'est-ce que votre métier vous a appris sur vous-même?
Alors, ce sont les personnes que j'ai vues qui m'ont beaucoup appris. Elles m'ont appris la patience. Les situations que j'ai vues m'ont appris l'humilité par rapport à mes connaissances, qui peuvent être remises en cause, qui peuvent être moins bonnes que d'autres équipes, et il a fallu acquérir de nouvelles connaissances par d'autres qui étaient en avant. Donc, et elles m'ont appris aussi la nécessité d'être constant, parce que les procédures judiciaires sont longues, parfois extrêmement longues, parfois difficiles, et que cette constance-là, elle est d'être là présent. Constance pour des affaires que l'on traite, et constance aussi parce que si on a une affaire retentissante, ou en tout cas qui semble très intéressante, la suivante, pour la personne que l'on va voir, elle est absolument capitale parce que c'est ce qui la concerne. Et on ne doit pas faire de différence entre le coup de poing porté parce qu'il y a eu une bousculade pour une place dans le métro et des violences particulièrement graves. Elles méritent le même intérêt. Et ça, c'est important parce que le ressenti de celui à qui on donne son attention, il est capital et il ressentira ça terriblement. Je le dis toujours, quand on a affaire à un cadavre, à un corps, eh bien pour nous c'est effectivement un corps, un cadavre, c'est X pouvant être, ou c'est monsieur ou madame X. Eh bien pour celui qui en est proche, c'est un père, c'est une mère, c'est un frère, et la distance n'est absolument pas la même. Donc l'attention qu'on doit avoir est une attention, on doit aussi la porter à l'autre, dans la façon d'être ouvert, d'être à l'écoute. Très bien. Je remonte votre livre encore une fois. Quels ont été les retours par rapport à votre livre? Eh bien, les retours ont été des retours où les lectrices et les lecteurs, des professionnels, ont tous souligné la vérité et le fait que les propos du livre restaient en réflexion et restaient longs dans leur mémoire. C'est pas l'anecdotique qui vient, c'est pas les grandes histoires, les histoires un peu plus célèbres, c'est beaucoup plus des choses profondes qui nous interrogent sur notre société, sur eux-mêmes, et je suis heureux que ce livre ouvre à la réflexion sur qui nous sommes, quelle est notre société, à chacun de prendre sa part dans comment l'améliorer. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on en revient au début quand vous parlez d'humanité, le fait de travailler en milieu hospitalier, etc. Même tout à l'heure, lorsque vous disiez que vous restiez après votre déposition aux assises, ça montre que en fait, c'est au-delà de votre métier. C'est vraiment quelque chose qui vous anime quelque part. C'est vraiment, en fait, votre métier est un métier passion. Ah, c'est un métier passion. C'est un métier passion parce que on est en permanence au contact avec l'humain, avec son histoire, avec des vérités, pas juste des pathologies, pas juste des blessures. C'est vrai que les premières années, le médecin légiste, le jeune médecin légiste, il est passionné de décrire exactement la trace du couteau, la lésion. Puis après, on s'aperçoit que la trace du couteau, elle est sur une peau, et sur une peau qui est celle d'un être humain qui en est peut-être mort, de la violence de ses coups, d'un être humain qui va porter tout le temps cette cicatrice et qui va la voir tous les matins en s'habillant. Donc ces éléments-là, ils se mettent... Et la passion nous emporte et nous tient dans un métier extraordinaire, parce que nous confronte aux vivants, aux morts. C'est une médecine qui va plus loin que les autres. Je suis le médecin d'après la mort, et les médecins s'arrêtent à la mort. Le médecin légiste, il va un peu plus loin. Une médecine qui nous fait voir des grands, des petits, nous fait avoir des interlocuteurs qui sont extra-médicaux. L'enquêteur, le magistrat, l'avocat de la défense, mais aussi les techniciens, le balisticien, avoir des connaissances multiples. Et c'est effectivement un métier passion. Et quand on le vit, véritablement, c'est un plaisir. Comme tous les métiers passion, on ne sent pas
la fatigue, la difficulté, les pénibilités, même s'il y en a, et même si le fait, par exemple, d'assurer des activités en continuité des soins, c'est-à-dire 24 heures sur 24, c'est pas très commode. Je sors là un peu d'une garde de 24 heures et le lendemain qui se continuait, donc on a encore des rythmes de travail difficiles, mais c'est important de l'avoir sur la passion, et une passion que rendent bien les autres et les contacts et les échanges qu'on peut avoir. Et là, si vous prenez du recul par rapport à votre carrière, vous diriez quoi? Si vous prenez de la hauteur par rapport à votre carrière, les 35 ans que vous avez fait. Alors, je vais avoir quelques regrets qui sont des regrets peut-être de carrière, pure, d'orientation de carrière. Oh, est-ce que j'aurais dû être un garçon plus diplomate de temps en temps ou un garçon toujours franc? Je pense que ma franchise m'a coûté quelques jolis postes, mais finalement je ne le regrette pas. Et si je devais revenir en arrière, je la referais. Ok. Et si un jeune vient vous voir, vous dit j'aimerais être médecin légiste, quel conseil vous lui donnerez? Vas-y. Vas-y, tu vas toujours rencontrer quelque chose de formidable. Tu vas chaque jour découvrir d'autres personnes. Tu vas avoir un univers large devant toi, qui ne va pas être restreint comme certains spécialistes qui vont tout le temps faire le même acte dans la spécialité, qui vont être hyper forts, mais restreints. Donc tu vas découvrir le monde, tu vas t'ouvrir aux autres, tu vas apprendre d'eux. C'est sans doute la plus jolie correspondance de la médecine encyclopédique qui était celle du début du XXe à aujourd'hui. Vas-y, fais cette carrière, tu ne seras jamais déçu. Très très bien. Donc je remonte une dernière fois votre livre, Médecin légiste, Dr Bernard Marc, aux éditions Mareuil, disponible partout. En parlant de livres, justement, on a une rubrique lecture ici. Est-ce que vous pourriez recommander 3 livres, peu importe la thématique, carte blanche? Carte blanche, eh bien, alors carte blanche, une immense affection pour Citadelle de Saint-Exupéry, qui est un grand ouvrage de réflexion et de philosophie, mais mise à disposition de tout le monde, ce n'est pas loin, c'est véritablement très, très fort. Une passion pour les livres de Philippe Kerr, dont la trilogie berlinoise, qui est un magnifique polar et un polar historique absolument superbe, foisonnant, dans l'Allemagne des années 30, avec un détective extraordinaire, c'est superbement écrit. Et puis, en troisième livre, parce qu'il est drôle, il est fin, il est plein d'humour, La métamorphose des cloportes d'Alphonse Boudard, un ancien tolard qui décrit ça, et c'est un petit chef-d'œuvre. Ça se trouve chez Folio et c'est splendide. Merci en tout cas. Sachez une chose, la tradition ici, c'est que l'hôte repart avec un livre, pardon. J'ai un livre pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est toujours un bonheur de recevoir un livre. Alors là, c'est fantastique. Est-ce que vous l'avez? Ah, magnifique. Magnifique. Je ne l'ai pas. Et alors, Jacques Brel, c'est absolument une passion, et des chansons que j'ai entendues pendant toute mon adolescence. Vous ne savez pas le plaisir que vous me faites en m'offrant ce livre. Je vais le dévorer, et puisque je repars en train, je vais déjà l'attaquer dans le train où j'aurai un peu plus de liberté que dans le métro. Merci infiniment. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez le montrer à la caméra, s'il vous plaît? Splendide. Jacques Brel, une vie d'Olivier Toth. Voilà. Une biographie pour une vie ardente et démesurée, nous dit la 4e de couvre. Et le portrait unique d'un homme libre. Et j'aime cet homme libre, j'aime cet homme de profondeur et de réalité. Splendide, merci infiniment. Je vous en prie. Et là, j'ai l'impression que la liberté, c'est quelque chose de précieux pour vous. Vous vous sentez libre dans votre métier, libre de faire ce que vous voulez? J'ai toujours essayé d'être libre dans mon métier avec toute une série de contraintes.
parce qu'on est en milieu hospitalier et que notre liberté est restreinte par les institutions, par les moyens demandés, etc. Mais j'ai toujours essayé, en tout cas dans mes idées, dans la façon de mettre en avant et d'avoir des techniques nouvelles ou des éléments nouveaux, cette liberté. Et ben, la liberté, je l'ai avec des chanteurs que j'aime beaucoup, qui sont des chanteurs de la liberté, de l'ouverture, comme Brel ou comme Lavilliers, qui sont mes deux piliers de chanteurs à texte et qui ouvrent. J'aime les hommes qui partent, et là c'est un petit côté familial avec le côté breton de la mer. Hein. Je suis originaire des Côtes d'Armor et d'un port qui est maintenant un port en eau profonde, et d'un port qui a ouvert. Le premier port où on a armé pour aller à Terre-Neuve, pêcher la morue, et ça au XVIe siècle. Voilà. Et donc j'aime ces éléments et la liberté, et cette liberté qu'on voit aussi dans un magnifique film un peu oublié de Schoendorfer qui s'appelle Le Crabe-Tambour, l'histoire d'un officier qui renonce pour sa liberté aussi, et qui prend des choix et qui va finir sur un chalutier à Terre-Neuve. Un magnifique film ancien avec notamment Jean Rochefort dans un rôle superbe et Jacques Perrin. Une splendeur à voir dans les anciennetés, un film qui vous parle de la mer et qui vous parle de la vie et de la liberté. Merci infiniment pour ce cadeau. Je vous en prie. J'ai 2 dernières questions pour vous. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Je vous pose la question, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Comme quelqu'un d'humain. J'aimerais beaucoup qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a pu apporter de l'humanité aux autres dans des périodes difficiles. Et lorsque j'ai ces retours de gens en disant « je me souviens de vous », eh bien, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, docteur? Beaucoup d'énergie pour continuer à la transmettre aux autres. En tout cas, je vous remercie pour déjà d'être venu, pour vos mots, vos explications. Franchement, c'est vraiment un métier intéressant qui, je pense, n'est pas forcément bien connu. Et j'espère que ce qu'on a fait aujourd'hui permettra aux auditeurs, en tout cas, de pouvoir bien comprendre ces différentes facettes de métier. Et c'est pour ça qu'on vulgarise, on essaie en tout cas de le faire au maximum. Donc merci à vous pour vos mots. Merci beaucoup Audrey pour m'avoir accueilli et pour cet entretien où on sent de votre part l'intérêt et une vision à donner aussi, à diffuser. Et je suis très heureux. Vous parlez de la vulgarisation, ça a été un de mes thèmes de recherche historique sous l'impulsion de Jacques Poirier, qui était sur la vulgarisation médicale, c'est-à-dire pouvoir diffuser, pouvoir apporter aux autres un petit peu nos connaissances, pas de manière docte, mais au contraire accessible, compréhensible, et si elle peut être sympathique. Comme l'a été cet entretien, c'est encore mieux. Merci infiniment. Je vous en prie, bonne lecture en tout cas. Merci, vous êtes sûr qu'il sera lu. Peut-être avec des post-it. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation, la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.